13h, le journal à la présentation, Corbel Jacoba Diafatoussar. Bonjour Corbel. Bonjour à tous. Dans l'actualité de ce mercredi 25 janvier, le Sénégal toujours dans la zone rouge de l'indice de perception de la corruption. Malgré une légère amélioration de sa situation, notre pays est 7e africain alors qu'il occupait la 8e place l'année dernière. Les Maliens établis à Thionke-Essyl plient bagages avec l'aide du préfet de Bignona. Ils étaient pourchassés et pillés par des jeunes de la commune. Procès Barthélémy Diaz dans l'affaire du meurtre de Ndiaga Diouf en 2011. L'audition du prévenu a démarré ce matin au tribunal correctionnel de Dakar. Notre reporter Demba Diao sera en direct dans ce journal. Dans la deuxième tranche, nous aurons les sports avec Arona Diouf qui nous parlera de la CAN Gabon 2017, le groupe D qui signe la fin du premier tour ce soir. Et puis l'invité de la rédaction, il s'agit de Mamadou Lamine Guissé, préfet de Bignona. Il revient sur la situation des pêcheurs maliens à Thionke-Essyl. La revue de presse, c'est l'affaire de Marianne Senghor. Tout de suite, le développement. Radio Sénégal, l'info en toute responsabilité. Gorbel, le Forum civil a publié ce matin le nouveau rapport sur l'indice de perception. Dans ce rapport, le Sénégal est toujours dans la zone rouge de l'indice de perception de la corruption. Malgré une légère amélioration de sa situation, notre pays est 7e africain alors qu'il occupait la 8e place l'année dernière. Ce matin donc, le Forum civil a publié ce rapport de Transparency International. Les détails avec Aboubakry Yakou. Le Sénégal n'a pas bougé et reste bloqué dans la zone rouge de la corruption. C'est du moins ce que laisse paraître l'indice de Transparency International publié par le Forum civil. Même Latir Fall, représentant du Forum civil. Le score de 2015 c'est 44, cette année nous sommes à 45, donc il y a un gain d'un point. Je veux dire que depuis 2012, il y a une progression lente, mais toujours dans la zone rouge. Ça veut dire que ce que nous voulons retenir, c'est que le Sénégal se trouve toujours dans la zone rouge, en dessous de la moyenne. La moyenne c'est 50, cette année nous sommes à 45, donc nous sommes encore 5 points au-dessous de la moyenne. C'est pourquoi nous insistons pour dire que le rang est moins important que le score. Parce que, bon, par exemple, si vous voyez le classement des pays africains, le Sénégal est à la 7e place. Il y a donc 6 pays africains. Il y a 5 pays africains qui sont au-dessus de la moyenne. Pour dire que donc, c'est possible d'être un pays africain et d'avoir la moyenne. Un score qui n'évolue pas par le simple fait que les autorités n'ont pas tenu compte des recommandations pour progresser et quitter cette zone en obtenant plus de 50 points. Le Sénégal est cependant 7e en Afrique et 64e dans le monde. Ndango Madikebe du Forum civil. Mais le travail de l'OFNAC serait beaucoup plus efficace si l'OFNAC s'alliait avec des structures comme le Forum civil afin de mutualiser les efforts dans le cadre de la sensibilisation, parce que ce sont des choses que l'OFNAC peut-être ne peut pas faire au niveau terrain. Dans le cadre du plaidoyer également, ce que nous pouvons faire très bien. Donc c'est sur ces questions que nous disons en fait que nous décrivons un peu le fonctionnement de l'OFNAC en fait. Donc il faut une démarche participative qui allie tous les acteurs intéressés par les questions, qui s'activent sur les questions de la corruption pour que la lutte contre la corruption soit efficace. Le Forum civil incite sur un plan de sortie de zone rouge sur 5 ans défini en 3 axes, dont la mise en place d'un nouveau dispositif juridique, d'une nouvelle stratégie et des sanctions positives comme négatives. Le PCA de l'IPRES en tournée à Ziguinchor fait une annonce. Rassensi a annoncé pour la localité la construction d'un centre médico-social et une nouvelle agence IPRES avant de formuler une proposition, celle d'exercer au moins 10 ans pour prétendre à une pension de retraite. Mais les retraités de Ziguinchor attendent de l'IPRES un meilleur accès aux soins de santé et aux médicaments. Mariama Penda Diallo. Informer et échanger sur la mise en œuvre de la mensualisation et la gestion de la retraite. C'est l'objectif de cette tournée du PCA de l'IPRES dans la région de Ziguinchor. Ce qui a suscité une forte mobilisation des retraités de toute la région. Une occasion pour ces derniers de lister toutes les difficultés dont souffrent ces personnes du troisième âge. Maodo Diallo, c'est le président des retraités de la région de Ziguinchor. Nous vous demandons 30% de la somme que vous avez versée à l'hôpital régional pour la prise en charge de nos soins afin de nous permettre de signer une convention avec 2 pharmacies pour l'acquisition de médicaments qui le plus souvent n'existent pas à l'infirmerie de l'IPRES. Par la même occasion, nous aimerions qu'une convention soit signée avec l'hôpital de la Paix qui dispose d'un plateau technique très performant. Après avoir promis de faire remonter toutes ces doléances acquises de droit,
Le PCA de l'IPRES a rappelé tous les efforts consentis par l'État du Sénégal pour une meilleure prise en charge des retraités. Mamadou Racine Sy. À partir du 1er janvier 2017, il faudra une période de stage de 10 ans pour avoir droit à une pension de retraite. J'ai transmis au chef de l'État le vœu de voir supprimer le prélèvement fiscal sur les pensions de retraite et également le vœu de défiscaliser l'ensemble des opérations liées au fonctionnement de cette institution à forte vocation sociale. Le chef de l'État m'a aussitôt répondu qu'il est preneur, le Sénégal est le seul pays en Afrique où on soigne les retraités. On renforcera l'action sanitaire et sociale au service des retraités. Ainsi, pour montrer l'engagement du gouvernement à aider les personnes âgées, le PCA de l'IPRES annonce pour bientôt l'inauguration d'un centre médico-social à Ziguinchor, ainsi qu'une nouvelle agence de l'IPRES dans la région. Ziguinchor, Mariama Penda Diallo, Radio Sénégal. Et justement, le secrétaire général adjoint de la CNTS confirme la proposition du PCA de l'IPRES sur la retraite. Elle est relative au fait de travailler au minimum 10 ans pour prétendre à une pension de retraite. Proposition émise en conseil d'administration. Écoutons à ce sujet le secrétaire général de la CNTS, par ailleurs membre du conseil d'administration de l'IPRES, Lamine Fall, au téléphone avec Khadifal Koulibaly. C'est une délibération du conseil d'administration de l'IPRES. Dans les réformes devant accompagner la mensualisation du paiement des retraites, nous avons effectivement décidé un certain nombre de choses, dont donc le relèvement de la durée du stage qui était d'une année à l'IPRES pour effectivement la porter à 10 ans. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, le débat sur les petites pensions se pose parce qu'effectivement, cette durée de stage étant tellement petite et surtout qu'à l'époque, les niveaux de salaire étant aussi très bas, voilà ce qui se pose aujourd'hui au Sénégal et nous pensons qu'à l'avenir, cette question ne sera plus de mise parce que si les gens aujourd'hui, effectivement, ne puissent prétendre à la retraite qu'à partir de 10 ans de présence dans une activité, et la question sera effectivement réglée et définitivement. Mais... C'est pas la seule mesure, évidemment, il y a d'autres, mais celle-là, en tout cas, pour les travailleurs, elle est même fondamentale parce qu'il faudrait aussi que les travailleurs comprennent que la retraite, c'est pour eux demain. C'est une solidarité intergénération, c'est ceux-là qui travaillent aujourd'hui, qui cotisent pour le paiement des retraités actuels. Aujourd'hui, donc, cette durée de stage étant prolongée, je pense que sur les années à venir, effectivement, la retraite sera mieux vécue que maintenant. Lamine Fall, secrétaire général de la CNTS, par ailleurs membre du conseil d'administration de l'IPRES, qui se prononçait sur la proposition émise par le conseil d'administration de l'IPRES et proposition qui consiste donc à établir qu'un travailleur doit au minimum exercer 10 ans pour prétendre à une pension de retraite. Gorbel, la CNTS-FC est par contre contre toute remise en cause des acquis sociaux. Son secrétaire général, Cheikh Diop, n'approuve pas la proposition du conseil d'administration de l'IPRES de relever la durée de stage de 1 à 10 ans, autrement dit travailler 10 ans avant de prétendre à une pension de retraite. En lieu et place, il propose un minimum vieillesse pour tous les retraités et personnes âgées. Cheikh Diop, joint au téléphone par Khali Amadou Narfal. Il est bon de relever le plafond, il est bon d'appliquer toute solution qui améliore les pensions. Mais ce sur quoi je ne suis pas d'accord, c'est qu'on puisse priver de pension à un ayant droit. Je pense que la tendance aujourd'hui, c'est de faire en sorte que toutes les personnes du troisième âge aient une pension appelée minimum vieillesse. Nous devons viser cet objectif et non priver de pension à qui qu'il soit. Donc je pense que les solutions que nous avons à chercher doivent aller dans ce sens, c'est-à-dire faire en sorte que chaque personne du troisième âge ait un minimum vieillesse. C'est ça l'objectif syndical, c'est ça aussi l'objectif que la CNTS vise, et non de priver de pension à qui qu'il soit. Et maintenant, la proposition de relèvement de la durée de stage de 1 à 10 ans, c'est-à-dire avant de pouvoir prétendre à une pension de retraite cotisée pendant 10 ans. Moi, je ne suis pas le gestionnaire de l'IPRES, mais ce que je peux dire simplement, c'est qu'à côté de cette mesure, qui peut-être réglemente la durée pour laquelle on peut percevoir une retraite, mais à côté de ça, je crois que nous devons, pour ceux qui ne peuvent pas atteindre cet objectif, nous devons leur octroyer un minimum vieillesse. Moi, c'est sur ça que j'insiste. Quelles que soient les solutions que nous cherchons, si on n'a pas de minimum vieillesse pour tout le monde, les objectifs ne sont pas atteints.
Là, à l'instant, le secrétaire général de la CNTS-FC, Cheikh Diop. La bonne info, c'est Radio Sénégal. La communauté malienne installée depuis 2005 à Thionck-Essyl plie bagage. Pourchassés et pillés par des jeunes du village qui demandent leur expulsion, la cinquantaine de pêcheurs maliens qui avaient trouvé refuge à la brigade de gendarmerie acceptent finalement de partir au grand regret du préfet de Bignona qui s'attelle en ce moment à leur évacuation dans les meilleures conditions. Mamadou Lamine Guissé que je propose d'écouter. Ils se sont portés volontaires pour quitter Thionck-Essyl. Et le nombre que nous avions enregistré hier, 22 se sont portés volontaires pour aller à Kabendou, dans le département de Vélingara, 15 à Bignona commune, 5 désirent rentrer directement au Mali. Un parmi eux souhaite rester à Djobon, c'est dans le Blouf, un à Ziguinchor, un à Dianamalari et un à Sig. La situation est suivie de très près et nous nous sommes organisés pour voir comment les accompagner pour faciliter leur départ et donc éventuellement arriver au point de chute. Est-ce que quand même ce n'est pas regrettable, monsieur le préfet, que des étrangers, entre guillemets, soient vraiment ainsi mis en cause et obligés de quitter? Vraiment, ça, nous le déplorons. Nous le déplorons fermement. Malheureusement, c'est une communauté qui est minoritaire dans une zone un peu isolée. Nous pouvons prendre toutes les dispositions sécuritaires pour leur garantir leur liberté d'exercice et d'expression au niveau de cette commune. Mais compte tenu de la particularité de la zone, qui a connu une crise qui a duré plus de 30 ans, compte tenu de ce qui se passe de l'autre côté avec nos voisins, nous pensons qu'il est plus sage pour ne pas encore envenimer la situation, que ces gens-là soient isolés, soient peut-être déplacés pour que le calme puisse revenir. Sinon, il faut avoir des affrontements qui pourraient avoir des conséquences dramatiques. Ça serait déplorable pour tout un chacun. À l'instant, le préfet de Bignona, Mamadou Lamine Guissé, interrogé par Khali Amadou Narfal. Mamadou Lamine Guissé qui sera l'invité de la rédaction. Et puis inscription sur les listes électorales à Diourbel, le préfet a pris un arrêté pour accélérer le processus. L'arrêté autorise les inscriptions sur les listes électorales jusqu'à minuit, une décision prise à l'issue d'une concertation avec les représentants des différentes formations politiques, la commission électorale départementale autonome et les élus de la localité. Depuis le début du processus à Diourbel, la région n'a enregistré que 20 000 inscrits sur 93 000 électeurs ciblés. Les détails avec Oscar Tanet. Pour une cible électorale qui avoisine les 93 000 électeurs dans le département Diourbel a enrôlé à la date du 2 novembre 2016 au 19 janvier 2017, 20 867 citoyens sur les listes électorales. Un chiffre jugé insignifiant par le préfet Ibrahima Fall qui plaide pour l'augmentation des commissions administratives. Il y a un effort considérable qui a été fait pour atteindre quand même ce nombre-là. Maintenant, il y a des inquiétudes par rapport à l'insuffisance des commissions administratives. Actuellement, nous n'avons que 5 commissions dans le département de Diourbel. En attendant le plaidoyer pour l'augmentation des machines, le chef de l'exécutif départemental trace le schéma qui pourrait améliorer le nombre d'inscrits dans le département. Dans les 2 arrondissements que sont Doulo et Ndindi, instruction est donnée pour la mobilité des commissions. Un cas concret, vous prenez l'arrondissement de Doulo qui dispose pratiquement d'une cible électorale de 25 000 avec 5 collectivités locales un peu dispersées. Au lieu de rester uniquement au chef-lieu de Doulo, on leur demande maintenant de transporter la commission dans chaque chef-lieu de commune. C'est pour dire quand même, face à cette insuffisance, il faut d'abord donc assurer la mobilité de la commission pour accélérer un peu le rythme d'enrôlement dans ces 2 arrondissements. À Diourbel commune, les horaires d'inscription seront réaménagés. Les potentiels électeurs et détenteurs de la carte biométrique CEDEAO pourraient s'inscrire jusqu'à minuit. Notre ambition, c'est de démarrer peut-être au plus tard lundi ou en fin de semaine pour tester un peu l'organisation de ce nouveau système dans la commune de Diourbel. L'objectif final est de dépasser 100 000 électeurs d'ici à la fin du processus. Oscar Tendin, Diourbel, Radio Sénégal. Direction le tribunal correctionnel de Dakar où nous retrouvons notre reporter Demba Diao qui n'est pas encore en direct. Vous suivez l'actualité sur Radio Sénégal à 13h15. La bonne info, c'est Radio Sénégal. Et voilà, direction la Gambie pour retrouver notre envoyé spécial Gorbel. Notre envoyé spécial Mamadou Sambambo, bonjour.
Oui, bonjour Gorbel. Mamoudou Sambambo, le chef d'état-major de la force de la CEDEAO en Gambie, rencontre en ce moment les autorités militaires gambiennes. Justement, donc, ces tractations ont déjà démarré depuis hier. Aujourd'hui, c'était l'épilogue et la réunion vient juste donc de se terminer. Et le SEMGA, donc le chef d'état-major général de cette opération, le général sénégalais François Ndiaye, et son homologue gambien Badi ont tenu une conférence de presse pour expliquer un peu non seulement les discussions dans leur déroulement, mais l'objectif ou sinon l'esprit de cette mission, mais surtout le type de collaboration qui doit exister entre les deux forces, c'est-à-dire les forces de la CEDEAO et l'armée régulière gambienne. À ce propos, on va tout de suite écouter le général François Ndiaye à sa sortie donc de cette rencontre. Le mandat est très clair. Nous devons d'abord protéger les populations, protéger les autorités politiques nouvellement élues et surtout créer les conditions favorables à l'installation et à la prise de décision du président Barrow qui doit arriver dans les prochains jours. C'est ça en fait, voilà l'objet de... En fait, comme je dis en anglais, cette mission elle va être exécutée en liaison avec les autorités militaires et civiles en Gambie, les nouvelles autorités. La preuve, je suis ici devant vous avec le chef d'état-major des armées gambiennes, le général d'armée Badi, qui est là à côté de moi. On ne peut pas exécuter le mandat sans être en liaison, travailler en étroite collaboration avec les autorités militaires et les sécurités gambiennes. Justement, Gorbelba, donc le chef d'état-major général gambien a également tenu à répondre au général François Ndiaye. Il a précisé dans sa déclaration que l'armée gambienne accueille à bras ouverts les forces donc de la CEDEAO et il aimerait même que ces forces restent là au moins un an parce que pour lui, ces forces non seulement vont aider à former l'armée gambienne, mais il y aura quand même une charge de travail sur laquelle eux peut-être ils ne vont plus s'appesantir, mais ils vont laisser la force de la CEDEAO donc faire ce travail. Maintenant, à propos de la sécurité du président Adama Barrow, voilà ce que nous a dit le général Badi de l'armée gambienne. Pour l'affaire de sécurité gambienne, mon président Voilà quelques difficultés dans la liaison avec notre envoyé spécial en Gambie, Mamadou Sambambo. Nous y reviendrons et c'est officiel, le président nouvellement élu de Gambie rentre au pays après un exil de quelques jours à Dakar. Adama Barrow est attendu demain jeudi dans l'après-midi à Banjul, une semaine après avoir prêté serment à Dakar. Nous restons toujours dans l'actualité internationale, la Côte d'Ivoire où les fonctionnaires toujours en grève. Les discussions avec le gouvernement sur leurs revendications achoppent sur 2 points cruciaux pour les syndicalistes. Il s'agit du paiement d'un stock d'arriérés et des rattrapages indiciaires dont le montant s'élèverait à 270 milliards de francs CFA. Les syndicalistes ont appelé hier à rencontrer le vice-président Daniel Kablan-Duncan ou le président Alassane Ouattara pour une solution à cette crise qui dure depuis plus de 2 semaines. Et puis Somalie, 2 voitures piégées ont fait 7 morts à Mogadiscio. L'explosion s'est produite près d'un hôtel de la capitale somalienne. Elle a été suivie d'une attaque d'hommes armés causant la mort de 7 civils. Il y a également de nombreux blessés selon un responsable de la police somalienne cité par l'agence France Presse. Gorbel, direction le tribunal de Dakar, le procès Barthélémy Diaz dans l'affaire du meurtre de Ndiaga Diouf a repris ce matin. Voilà donc le tribunal correctionnel de Dakar où l'audition de Barthélémy Diaz a démarré. Il ne reconnaît pas les faits pour lesquels il est poursuivi. Il soutient qu'il a subi beaucoup de préjudice dans cette affaire. Nous avons en direct du tribunal Demba Diao. Bonjour. Bonjour Gorbel, Jacob Ba. L'audition des prévenus dans cette affaire de meurtre du jeune Ndiaga Diouf a démarré dans
devant le tribunal correctionnel de grande instance de Dakar. Le jeune Ndiaga Diouf, je le rappelle, avait trouvé la mort le 22 décembre 2011 suite à l'attaque de la mairie de Mermoz Sacré-Cœur que dirige Barthélémy Diaz. Alors ce dernier ne reconnaît pas les faits pour lesquels il est poursuivi, les faits de blessures, de coups de blessures mortelles. Devant la barre, le maire de la commune de Mermoz Sacré-Cœur dira qu'il a subi des préjudices dans cette affaire. Il a fait 6 mois de prison et il pouvait perdre sa vie dans cette attaque. Selon Barthélémy Diaz, les jeunes du PDS qui ont attaqué la mairie sont en partie responsables, mais il y a des commanditaires non encore identifiés. Le président du tribunal correctionnel de Dakar rappelle que Barthélémy Diaz détenait 3 armes à feu alors qu'il seul a une autorisation de port. Je ne savais pas que les autres armes ont été interdites, dira Barthélémy Diaz. Auparavant, Gorbel Jacob Ba, 4 autres prévenus, Samba Diouf, Cheikh Mbakiou Sibi, Seydina Omar Mangan, Abdoulaye Diène sont tous poursuivis pour association de malfaiteurs et rassemblement illicite, ont été devant la barre pour la première audition. En tout cas, à l'exception d'Abdoulaye Diène, tous les autres cités ont déclaré qu'il avait quitté la permanence du PDS pour aller à la mairie de Mermoz Sacré-Cœur. Pourquoi faire alors, le demande le président du tribunal correctionnel? Le 22 décembre 2011, explique-t-il, nous y étions pour demander à Barthélémy Diaz d'arrêter de menacer le président de l'époque, Abdoulaye Wade, qui voulait se représenter pour un 3e mandat, répondit-il. Ils expliquent qu'ils étaient au nombre de 25 personnes, 5 véhicules remplis de jeunes ont allé voir Barthélémy Diaz avant que le jeune Ndiaga Diouf ne soit tué. Devant la barre, on des prévenus chers Makiou Sibi affirme qu'il avait recruté 25 jeunes à raison de 10 000 francs par jour. Pour les besoins de sécurité des membres du PDS, parmi ces jeunes, il y avait bel et bien Ndiaga Diouf qui a perdu la vie. Son père d'ailleurs a été entendu, il a dit qu'il a été appelé au téléphone pour informer que son fils a trouvé la mort et son fils était un plombier. Le parquet et le président du tribunal correctionnel de Dakar, Gorbel Jacoba, ont finalement entamé l'audition de Barthélémy Diaz qui se produit d'ailleurs avant les plaidoiries. Merci Demba Diao en direct du tribunal correctionnel de Dakar. Et nous retournons en Gambie pour retrouver notre envoyé spécial Mamadou Samba Mbou. Mamadou Samba Mbou qui n'est toujours pas en ligne, des problèmes dans la liaison avec notre envoyé spécial à Banjul, Mamadou Samba Mbou, bonjour. Allô? Oui, Mamadou Samba Mbou. Voilà, Allô? quelques difficultés avec notre envoyé spécial à Banjul, Mamadou Samba Mbou. Voilà, Mamadou Samba Mbou que nous avons encore perdu. Je rappelle juste cette information, toujours au sujet de la Gambie. Les écoles sénégalaises en Gambie reprennent les cours demain, jeudi 26 janvier, à partir de 8h. Selon l'inspectrice d'académie de Kaolack, toutes les dispositions sont prises pour un bon déroulement des cours. Les parents sont appelés à leur tour à prendre toutes les dispositions utiles pour l'effectivité de cette mesure. Gorbel, peut-être une dernière tentative avec Mamadou Samba Mbou de la Gambie, notre envoyé spécial. Et bien sûr, il n'est pas en ligne. 13h passées de 24 minutes, c'est la fin de la première partie de ce journal. Un rappel des titres. Le Sénégal, toujours dans la zone rouge de l'indice de perception de la corruption, malgré une légère amélioration de sa situation. Notre pays est 7e africain alors qu'il occupait le 8e rang l'année dernière. Le rapport de l'indice de perception de la corruption de Transparency International a été publié ce matin par le Forum civil. Les Maliens établis à Tianké-Sil plient bagages avec l'aide du préfet de Bignona. Ils étaient pourchassés et pillés par des jeunes de la commune. Et puis procès Barthélémy Diaz dans l'affaire du meurtre de Ndiaga Diouf en 2011. L'audition du prévenu a démarré ce matin au tribunal correctionnel de Dakar. Merci Jacob Gorbel. Eh bien, c'est la fin de la première tranche. Dans un instant, la deuxième tranche et nous aurons les sports avec Arnaud Diouf, l'invité plutôt de la rédaction. Il s'agit de Mamadou Lamine Guissé et la revue de presse avec Marianne Senghor. Dans un instant, le développement.
Radio Sénégal est au Gabon et vous y êtes. La CAN 2017 vient chez vous grâce à nos ondes. Du 14 janvier au 5 février, vous aurez tout sur la Coupe d'Afrique des Nations de football. L'équipe de Radio Sénégal sera avec les Lions du foot pour tout vous dire. L'actualité sportive avec Arona Diouf. Bonjour. Bonjour Adia Fatou Sarr. CAN 2017, fin du premier tour ce soir. Ce sera à l'issue des rencontres du groupe D au programme à 19h. Égypte-Ghana. Ghana déjà qualifié. Ouganda-Mali. Le classement de ce groupe D. Ghana 6 points. Égypte 4 points. Mali 1 point. Et Ouganda 0 point. Hier dans le groupe C, la Côte d'Ivoire tenante du titre est sortie par la petite porte. Les éléphants sortis dès le premier tour après leur défaite 1-0 face aux Lions de l'Atlas. Aux Lions de l'Atlas donc. Ainsi dans cette poule, c'est la République démocratique du Congo et le Maroc ont composté leur ticket qualificatif pour les quarts de finale. La République démocratique du Congo, première du groupe après son succès face au Togo 3-1. Intéressons-nous aux Lions de la Teranga avec les Lions bien sûr qui respirent la forme à quelques jours du quart de finale Cameroun-Sénégal prévu samedi prochain. Mieux, Dr Abdourahmane Fedior informe que des joueurs comme Khalidou Koulibaly qui revient de blessure au début de la CAN est maintenant à 100%. Papa Ndiaye lui aussi s'est remis donc de ses blessures et même Sadio Mané touché au genou lors de Sénégal-Zimbabwe est remis donc de ses blessures. On écoute le médecin de l'équipe nationale du Sénégal au micro de Benoît Badiane. Au début, on avait quelques petites inquiétudes à propos de blessés. En l'occurrence, Khalidou Koulibaly qui s'était blessé dans son club un mois auparavant et Karamboj. Par rapport à ces deux joueurs, on avait de petites inquiétudes, mais au fil du temps, avec la prise en charge de mes collègues de l'équipe médicale, on a pu petit à petit les remettre d'aplomb. Karamboj, comme vous le savez, lors du deuxième match d'entraînement, je crois qu'il a participé. Et Khalidou, on a pu le récupérer pour le premier match de la compétition. Et moi, j'étais à la limite assez inquiet par rapport à ça. Et on a pu les récupérer. Et durant la compétition, on a eu à avoir un blessé, un joueur qui avait joué le premier match, en l'occurrence Pape Alioune Ndiaye, et qui s'est blessé la veille du deuxième match, donc il était pratiquement indisponible pour ce deuxième match. Sadio Mané, il avait reçu un coup, bien qu'il ait participé aux 90 minutes du deuxième match, il avait reçu un coup, telle sorte qu'on avait préféré même le ménager lors des séances d'entraînement pour qu'il puisse continuer ses soins et être d'aplomb pour le match des quarts de finale. Dr Abdourahmane Fedior, médecin de l'équipe nationale du Sénégal, Adja Fatou Sarr. Et Maître Augustin Senghor qui salue la collaboration entre le kiné de Liverpool et le staff médical des Lions. Le président de la Fédération de football du Sénégal donc salue l'attitude du kiné des Reds de Liverpool venu accompagner Sadio Mané et le staff médical de l'équipe. Ce kiné Adja est également à la disposition des autres joueurs de la tanière. Maître Senghor, toujours au micro de Benoît Badiane. On doit saluer la démarche des clubs de ces joueurs-là qui ont pris le soin de nous saisir officiellement parce que très souvent aussi ça peut être mal vu et par les autres joueurs et nous on a toujours la crainte que chaque joueur dise je viens avec mon médecin ou avec mon kiné. Donc et franchement ces équipes nous ont écrit, que ce soit celle de Sadio Mané comme celle de Naples, pour nous expliquer les raisons parce qu'il faut savoir aussi que traiter un joueur aussi, il y a tout un historique, ceux qui vivent avec eux à longueur d'année peuvent mieux les gérer. Donc, et ça aussi, je dois saluer la compréhension de l'équipe fédérale. Et d'ailleurs, avant même qu'on entre dans la compétition, ou bien après le premier match, Liverpool nous a envoyé une lettre de remerciement pour avoir accepté qu'on puisse faire venir quelqu'un. Et je peux vous dire aujourd'hui aussi que ce kiné-là apporte sa contribution aux autres joueurs de l'équipe nationale. Donc je pense que c'est une évolution aussi de la fédération parce que jadis, il nous est arrivé de rejeter ce genre de demande-là et même de faire retourner des médecins qui étaient venus jusqu'à Dakar pour suivre un seul joueur. Maître Augustin Senghor, c'est le président de la Fédération sénégalaise de football. À présent, en direction Mbolorten, où Magnoukra les y arrivés sur la rencontre Cameroun-Sénégal. L'enfant de Mbolorten qui a entamé son travail d'inspection de certains bureaux demande à son peuple, le peuple sénégalais, de consacrer une journée entière de prière, chacun dans ses croyances, au lion de la Teranga. Magnouk dans cette chronique CAN signée Cherfal. Magnouk parle l'anglais sans blague. Nous y reviendrons à la veille
de Sénégal-Cameroun. Il m'est apparu un bon anglophone. Disons-le, il n'a plus peur. Ces lions, non lions, l'ont déjà rassuré. 15 ans après le merveilleux parcours des anciens de la tanière de l'époque, l'enfant de Mbolokten retrouve le vrai visage des Gaïndés. Détermination, engagement, envie de victoire, rigueur, discipline et cohésion, ce sont tous ces facteurs de performance que Mognouk a notés dans l'environnement de l'équipe nationale. Mognouk souhaite, et le peuple sénégalais avec, que cette dynamique et vie de groupe soit maintenue. Le chargé de mission du premier supporter, il reprend du service avec d'autres orientations, sort des bruissons qui bardent et jalonnent le trajet du village natal de Kemtan. Non, Mognouk refuse d'être guignol. Le seul problème, la guigne qu'il avait poursuivie depuis la finale de 2002 contre le Cameroun et jusqu'au moment où cette chronique est signée incurable. Il lutte contre ces fréquentes troubles cardiaques. Il cogite. Son plan de neutralisation du Cameroun doit marcher. C'est sa nouvelle feuille de route. Ce n'est plus l'étape des calculs ou autres combinaisons. Gagner ou disparaître, rec. Ne l'oublions pas de le rappeler. Le premier supporter a félicité les Lions, non sans leur demander de faire mieux et beaucoup mieux. Ne demandez pas de nouvelles des Lions en cette période de pause et de méditation. Oublions un peu la bande à Lucie, c'est le temps de concentration pour l'assaut du samedi 28 janvier. Faites surtout attention à Mognouk qui a fait un petit tour dans les services et bureaux de la capitale. Question de voir si la vague déferlante de cette puissance de foot n'a pas dévoré les occupants. Envoyé en inspection dans ses lieux de travail, il continue de fouiller et promet de déposer un rapport détaillé. Demain, il fera jour. Caisse Radio Sénégal, Cheikh Fall. C'était Mognouk avec Cheikh Fall. Ça met fin à l'actualité sportive avec Arona Diouf. La suite de ce journal, c'est dans un instant. Radio Sénégal. L'invité de la rédaction. L'invité de ce journal est le préfet de Bignona qui s'est interposé entre les pêcheurs maliens et les jeunes de Tchonkessil. Ces derniers qui accusent les pêcheurs illicites de pêche illicite et de vendre trop cher le poisson ont incendié leurs pirogues et exigé leur départ gardé sous protection de la gendarmerie. Les Maliens ont demandé à partir. Le préfet de Bignona, Mamadou Lamine Guissé, est interrogé par Khalia Amadou Narfal. Monsieur le préfet de Bignona, Mamadou Lamine Guissé, comment est-ce que la situation qui concerne les Maliens de Tchonkessil s'est dénouée? On avait connu quelques incidents au niveau de Tchonkessil opposant les populations locales et les pêcheurs maliens qui y résidaient. Mais avec dans la grâce de Dieu, nous sommes parvenus à apaiser les tensions parce que nous avons eu à prendre des mesures sécuritaires qui ont permis d'isoler les Maliens. Et aujourd'hui même, eux-mêmes, ils se sont portés volontaires pour quitter Tchonkessil. Et le nombre que nous avions enregistré hier, 22 se sont portés volontaires pour aller à Kabendou, dans le département de Vélingara, 15 à Bignona commune, 5 désirent rentrer directement au Mali. Un parmi eux souhaite rester à Tchobon, c'est dans le Blouf, un à Ziguinchor, un à Dianamalari et un à Sidi. La situation est suivie de très près et nous sommes organisés pour voir comment les accompagner pour faciliter leur départ et donc éventuellement arriver au point de chute. Est-ce que quand même ce n'est pas regrettable, monsieur le préfet, que des étrangers, entre guillemets, soient vraiment ainsi mis en cause et obligés de quitter? Vraiment, ça, nous le déplorons. Nous le déplorons fermement. Malheureusement, c'est une communauté qui est minoritaire. Nous pouvons prendre toutes les dispositions sécuritaires pour leur garantir leur liberté d'exercice et d'expression au niveau de cette commune. Mais compte tenu de la particularité de la zone qui a connu une crise qui a duré plus de 30 ans, compte tenu de ce qui se passe de l'autre côté avec nos voisins, nous pensons qu'il est plus sage pour ne pas encore envenimer la situation, que ces gens-là soient isolés, soient peut-être déplacés pour que le calme puisse revenir. Sinon, on peut avoir des affrontements qui pourraient avoir des conséquences dramatiques. Ça serait déplorable pour tout un chacun. Nous, en tant qu'autorité, nous devons les accompagner, nous devons les encadrer, nous devons les appuyer pour faciliter le déplacement, leur intégration éventuellement dans les sites qu'ils désirent rejoindre. Est-ce que, monsieur le préfet, il n'y a pas un travail d'explication, de sensibilisation à faire, cette fois-ci, surtout par les autorités municipales et politiques? Malheureusement, cette affaire ne date
pas d'aujourd'hui. Semble-t-il qu'en 2005, la même situation s'était posée à Djibouti. Les populations à l'époque s'étaient mobilisées pour faire quitter les pêcheurs maliens. En 2011, ce pareil cas s'était produit aussi au niveau de Niamey, dans le Niamey. Malheureusement, là-bas, c'était des découvertes macabres qui étaient constatées quotidiennement en 2011. Et cette année, on a voulu éviter le pire. Donc, à chaque fois qu'ils sont chassés quelque part, ils rejoignent d'autres localités. Mais nous, peut-être apprenant du passé, nous nous sommes dit que la mesure la plus sage, c'est de voir comment les sécuriser. Mais si eux, volontairement, déclarent être dans les dispositions de quitter, on les accompagne, on les soutient. Mais on n'a pas été sensibiliser la population pour leur dire que nous vivons dans une communauté. D'abord au sein de l'UEMOA, dans le CEDEAO, où la libre circulation des personnes et des biens est éditée en règle d'or. Présentement, nous sommes en train d'instruire des cartes d'identité biométriques à plus de CEDEAO. Et cette carte dégage beaucoup de barrières. La libre circulation elle est garantie. Il y aura plus de cartes de séjour dans les 15 pays de la CEDEAO. Cela suppose que tout citoyen de la CEDEAO est libre de rejoindre un pays pour mener librement ses activités sans problème. Mamadou Lamine Guissé, je vous remercie. Merci. C'était l'invité de la rédaction, Mamadou Lamine Guissé, préfet de Bignona. Il revenait sur la situation des pêcheurs maliens à Thionkessil. Radio Sénégal, la revue de presse. C'est avec Marianne Senghor. Accès à l'eau potable, Le Soleil nous apprend que les populations du monde rural des régions de Kaolack et de Kaffrine auront désormais une eau de qualité et en quantité. C'est la quintessence d'un contrat d'affermage signé hier entre l'Office des forages ruraux OFOR et l'entreprise Flexo. Pendant ce temps, ici à Dakar, Zoom Info nous apprend que le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a présenté un programme d'urgence destiné à Rufisque et qui se chiffre à près de 8 milliards. L'affaire de l'attaque de la mairie de Mermoz Sacré-Cœur qui a coûté la vie au nervi Ndiaga Diouf sera jugé aujourd'hui en audience spéciale. Après 2 renvois note Vox Populi, ce procès politico-judiciaire se tiendra à la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Dakar. Mais cela n'ébranle guère Barthélémy Diaz, nous révèle Walf Quotidien. Dans ce journal, le maire de Mermoz Sacré-Cœur avance qu'il va bientôt rejoindre le maire de la Médina, Bamba Fall, à Rebeuss. Un autre qui n'est pas à l'abri de poursuites judiciaires, c'est Yaya Diamé. Dans Zoom Info, Maître Ousmane Sey, vice-président du Haut Conseil des collectivités territoriales, déclare que Diamé n'est pas à l'abri de poursuites par la CPI parce que la Gambie reste sous l'empire du traité de Rome. Dans le journal, l'avocat juriste explique que Diamé, avant sa chute, avait pris la décision de sortir de la CPI, mais le déclenchement de la procédure n'a pas encore abouti parce qu'il faut un délai d'1 an. Donc, même si on avait signé quelques garanties à Diamé, ce serait nul et non avenu. On reste toujours en Gambie pour parler cette fois-ci de la nomination au poste de vice-présidente. Selon la loi gambienne, Fatoumata Diallo Tambadjan ne peut occuper ce poste, écrit Libération. Dans ce journal, on nous révèle que l'article 62 de la Constitution gambienne stipule qu'un vice-président doit avoir au minimum 35 ans et au maximum 65 ans. Or, la dame est âgée de 67 ans. Adama Barrow promet de rectifier le tir si nécessaire, nous apprend l'Observateur. Ceux qui n'ont pas raté leur tir, par contre, ce sont les cambrioleurs de Yeumbeul Sud. Braquage de l'agence Ecobank de Yeumbeul Sud à 3h du matin. Les Échos nous apprend que des gangsters encagoulés et armés ont cambriolé la banque et emporté le coffre-fort. Une douzaine de cambrioleurs emportent 111 millions malgré l'intervention de la police, titre enquête. Longtemps poursuivis par les limiers, l'Observateur nous révèle que les braqueurs à bord d'un 4x4 double cabine ont riposté au tir des policiers et les ont semés à la sortie de Kermassar. Mais la police locale a ouvert une enquête, écrit Walf Quotidien. Hier matin, renchérit le journal Enquête, la police scientifique a investi le théâtre de la casse pour collecter des indices. Sport, football, CAN 2017, les Lions et leur encadrement ont déjà empoché 206,9 millions de francs CFA. D'après les Échos, la fédération ne veut pas entendre parler de problèmes de primes qui ont souvent, dans le passé, pollué l'ambiance de la tanière. Sénégal-Cameroun, le 28 janvier, les Lions doivent considérer ce match comme l'un des plus importants de ce tournoi. Selon Stade, c'est un match qui doit nous propulser vers une demi-finale, voire une finale, répondant mieux à leur statut de première équipe africaine de football du moment. Plus que jamais donc, les Lions font ainsi face à leur destin. De presse avec Marianne Senghor. Merci à l'équipe technique. Souley Bari, Tchabasek, Sedem, Laba Soumaré, Oumar Sow, réalisation Khali Amadou Narfal, Ouleili. Présentation Gorbel Jacoba Yafatou Sarr. Merci de l'aimable écoute. Excellent après-midi à toutes et à tous.
92.5. La chaîne de tous les choix.